J'ai un rythme de travail curieux. Je me couche en général à 7 heures parce que la télévision m'emmerde. Et la beauté du son me donne au moins 2 heures de réflexion. Je prends des notes, je me couche, je dors, et je dors toujours très vite. Et puis, vers 2 heures le matin, je me réveille. Là, je suis complètement lucide, plus de fatigue du tout de la journée. Et je commence à fermer les yeux et à avoir des sons dans les oreilles. Et puis, vers 5 heures, je prends des notes, j'écris un peu, et puis je viens au magnéto et j'essaie le son. C'est tout simple comme méthode. Les gens ignorent que poésie, c'est la poésie. Le moyen où les cordes vocales entrent en vibration. Tu vois, c'est l'art de la poésie. Hein? Et sonore, la sonore qui est aussi les cordes vocales qui entrent en vibration, et non pas le bande sonore. Surpris par Henri Chopin. La sonore. Par Frédéric Acquaviva. Henri Chopin, il échappe à toutes les classifications, il échappe aux avant-gardes, et il échappe aux diverses réductions, et il échappe tellement qu'aujourd'hui, il y a plus de 82 ans, il est encore extrêmement vivant et manifeste donc sa puissance, je dirais, chaotique, c'est-à-dire dynamique et énergétique, au-delà de toutes les catégories, des classifications, de tous les clans, des nations, des partis, des familles, Michel Giroux, que ce soit la France, l'Europe, etc. Et en effet, on pourrait résumer très rapidement, moi je dirais il y a trois aspects, trois phénomènes dans sa propre vie. Il y a d'abord sa vie antérieure à l'expérimentation de la fameuse revue OU qui l'a fait connaître, et son expérience personnelle, c'est qu'il a ramassé dans son expérience antérieure, donc dans la Deuxième Guerre mondiale et en Indochine, donc la prise de conscience des énormes espaces, par exemple de la Russie, des champs populaires russes, des champs de l'armée rouge. Il me racontait un jour aussi son expérience devant Mourmansk, les steppes glacées et les sonorités de ces steppes glacées, et d'autre part dans les montagnes donc de l'Indochine, la présence donc de ces forêts du tertiaire, et en même temps de tribus, de rencontres avec de sortes de théâtres, de scénographie d'un autre temps. Donc Henri Chopin donc est déjà là, Henri Chopin avant l'expérimentation des années 60, c'est-à-dire il est à l'écoute donc des rumeurs, des bruits, des voix, des diversités, de tout ce qui ne fait pas donc idéologie et finalement nomenclature culturelle. J'ai toujours voulu chanter. J'ai toujours voulu parler. J'ai toujours voulu entendre ma voix. Et en 1955, quand pour la première fois j'ai pris un magnétophone, j'ai entendu ma voix. Ah, c'était un monde. Je me suis dit, mais c'est pas la peine, c'est un monde, il faut utiliser ce monde. Il faut le faire, il faut montrer ce qu'il y a dans cette voix. Elle était un peu rocailleuse, elle était un peu trop grasse, et c'est curieux, dans un petit corps d'ailleurs. Elle me gênait, il fallait me mettre en place. Et ça nous amène naturellement à une chose, c'est que tous les poètes sonores qui sont devenus intéressants sont tous possesseurs d'une voix. D'où d'ailleurs
le goût qui m'a conduit au travers de la voix à utiliser même tout le corps pour faire des enregistrements. Et ça a été permis par le magnétophone. Si le magnétophone n'avait pas existé, j'aurais fait du théâtre. Et dans les années 60, Henri Chopin se manifeste comme, on peut dire 60-70, puisqu'il commence vraiment la revue ou 5e saison, sa phase vraiment exploratrice et expérimentale, dans les années 60, dans un carrefour où tout se mélange là, à Paris. Donc il y a le lettrisme, il y a le surréalisme, il y a le nouveau réalisme, il y a l'arrivée un peu discrète par Pierre Garnier de la poésie concrète et de la beat génération, bien entendu. Il rencontre Geising, il rencontre Burroughs, donc il est dans ce monde-là. Et Chopin a cette particularité, et d'ailleurs c'est le seul à l'époque, et moi je dirais même en Europe, à faire le lien, c'est-à-dire ici en tant qu'héritier, non pas du tout en tant que bien sûr ersatz, je dis bien, mais en tant qu'héritier, non seulement des voix du monde, mais ici des voix des avant-gardes. Et dès le début de la revue, on voit très bien que l'héritage, eh bien, il le recueille, et dans ses essais d'ailleurs aussi, dans les différentes revues, les différents articles qu'il vit à l'époque, c'est l'héritage avec le Dadazow, Raoul Haussmann, qui a fondé Dada Berlin, cofondateur de Dada Berlin, l'ami Twitter, c'est avec Michel Sefort, le flamand, qui dans les années 20 a fondé une revue Et Overzich, maintenant, bon, et ensuite Jacques Le Carré, qui était l'ami de Sbourg, de Mondrian, d'Antsarp, donc le lien avec lui. Le lien, bien sûr, très important avec Pierre-Albert Birot, qui dans les années 1916 fonde la revue Si, qui devient le romancier, le poète de Grabinoulor, et de poésie assez fantastique, mais pas du tout expérimentale, dans le sens où on le dirait aujourd'hui. Et d'autre part aussi avec le futuriste Petronio, qui a connu Marinetti, qui a connu Russolo, et qui lui apporte encore d'autres choses. Et il est donc bien l'héritier et le passeur, c'est-à-dire que le passeur, il va donc faire passer donc cet héritage dans ses essais et dans sa revue, dont il est donc le dynamiteur, dont il est donc celui qui l'ouvreur de boîte, et d'autre part avec avec sa génération, c'est-à-dire ceux qui les rencontrent dans les années 60, ce qui était, on peut dire, la génération pas post-lettriste, mais les ultra-lettristes comme François Dufresne, Jean Hibreau, Gilles Woldman, parallèlement, je rencontre bien entendu Geising, Burroughs, Bernard Hetzig. Et donc on voit bien, il n'est pas enfermé dans un domaine. Il ouvre très largement la porte, et c'est d'ailleurs la seule revue, on ne peut pas en citer deux. Henri Chopin lui-même, avec sa propre voix, va aller profondément au fond de l'exploration, on peut dire, cosmique de son corps propre. Comment je fais? C'est tout simple. J'utilise le microphone près de la bouche, parfois même dans la bouche. Je vous ai signalé antérieurement que dans la bouche, il y avait plusieurs sons. Bien sûr, il y a le son salivaire, il y a le souffle, il y a le son éventuellement entre les dents, il y a le bruit de la langue sur les joues, sur le palais, sur les dents. C'est-à-dire que c'est une véritable usine en formation. Or, cette usine sonore, les microphones ont permis de les capter. Mais bien sûr, sur le microphone, il n'y a pas que l'appareil enregistreur. Il y a les moyens comme les graves, comme les aigus, comme les changements de vitesse en simultané, comme le niveau sonore, comme les balances, etc., comme les réverbérations. Et tout ça, c'est une sorte d'utilisation de l'instrumentation. Cela dit d'une façon sommaire, dans le son même, il fallait trouver ce qui était la propriété physique de la voix. Alors vous avez des sons, si on peut les donner d'une façon bête et stupide, par exemple, comme un son juste avec les lèvres pincées, ce son peut être, disons, supposons qu'il soit enregistré en 9.5 et entendu en 38, il arrive à une intensité tout à fait autre. Vous avez un son très bête aussi, si vous mettez le microphone extrêmement, bien sûr, sensible près de la narine, la simple respiration forme plusieurs sons en soi-même, puisque dans le nez, il y a toujours des éléments étrangers, y compris même des éléments naturels comme les poils, et ça forme une sorte d'arrivée d'air un peu bizarre.
Vous avez des sons avec le microphone qui s'humectent dans la bouche. Vous avez aussi les sons lèvres pincées qui ne sont pas codifiables, ce que les phonétistes ont voulu, qui peuvent être fluctuants eux-mêmes lorsqu'on les donne, qui donnent soit un bruit liquide, un bruit d'eau, et même certains ont dit un bruit d'avion, un bruit de locomotive, et pourquoi pas, puisqu'au fond c'est l'homme qui a créé la locomotive, c'est jamais qu'une suite. Si on peut prendre un exemple, j'ai fait un truc qui s'appelait faire l'amour avec une bande magnétique. Et c'était les deux haut-parleurs mis à grande fréquence et sur le corps, et qui offraient des effets de Larsen pendant que j'avais 2 micros dans la bouche et un dans la gorge. J'avais 3 magnétophones, c'était filmé en vidéo pour une université américaine. Et on avait tous les sons corporels qui s'exprimaient, bien sûr extrêmement amplifiés et parfois aussi très modifiés, puisque en simultané, je jouais des vitesses sur les magnétophones. J'avais un petit magnéto à 9,5 de vitesse, et pour avoir des modifications de son, je bloquais à la main la bobine du filament. C'était lamentable comme technique. D'ailleurs, j'ai tué le magnéto à Patrocène. Et puis, et parfois, je mettais une allumette entre la tête d'enregistrement pour avoir un son bizarre. Les 3 voies de l'humain se résument en peu de choses. Il y a d'abord la respiration, deuxièmement le souffle, et troisièmement l'alphabet. Les 3 valeurs indispensables à la vie, c'est-à-dire que avec la voix, ce sont toutes les variations. Avec le respire, c'est toutes les modulations. Et puis, avec l'alphabet, toutes les saccades possibles. Une chose qui n'existe pas au temps de Flaubert, par exemple, qui était impensable d'organiser. On pouvait le penser, mais on ne pouvait pas avoir une preuve sonore réelle. En 1960, je ne peux pas vous dire comment Arlette. Chopin a
suivi le parcours d'Albert Birot, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'un jour, il sonne à la porte après avoir prévenu, parce qu'il valait mieux prévenir quand on venait chez Albert Birot, et il est venu vraiment avec générosité. J'insiste beaucoup sur ce terme. Il était à la recherche de pairs. Si je sais comment il est venu, c'est par l'intermédiaire de Michel Sefort et de Raoul Haussmann, ça me revient maintenant. Et il était justement en quête des pairs de ce qu'il allait faire, de ce qu'il était en train de faire. Et quand je dis générosité, c'est qu'il a immédiatement reconnu sa dette envers Albert Birot, mais il l'a reconnu d'une façon extrêmement positive, c'est-à-dire en lui ouvrant les pages de sa revue et en lui permettant de publier des choses avec lesquelles peut-être Albert Birot n'était peut-être plus tout à fait en phase, car Chopin, lui, était à ce moment-là dans sa destruction du langage, et Albert Birot a pratiqué cela dans les années 1917, avec les poèmes à crier, à danser, qui sont un peu l'exemple typique de cela. Et quand Chopin insistait sur cette destruction, Albert Birot lui disait « Oui, détruire le langage, c'est bien, mais nous avons encore tant de choses à lui faire dire ». Il appréciait Chopin, il était content de voir le travail d'Henri Chopin, mais en même temps, il souhaitait aussi que Chopin se réconcilie avec la langue, avec le langage. Mais à partir de là, Henri Chopin nous a présenté toute l'équipe de ses amis, et c'est grâce à Henri que nous avons connu Bernard Hetzig, François Dufresne, Gilles Wollmann, Robert Altman, Sabatier, Satie, et après la mort d'Albert Birot, François Dufresne, j'oubliais, qui pour moi est essentiel, et après la mort d'Albert Birot, évidemment, je n'ai pas quitté cette équipe, et j'ai suivi leurs évolutions jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à demain. C'était l'époque où quand même il a fait Pêche de nuit, il a fait tous ces travaux qui étaient des travaux de glotte, je dirais presque, et où il allait à l'extrême. Mais c'est normal, il débutait. Vous savez, si vous avez vu la revue 5e saison, elle vient de loin. Au début, elle est un tout petit peu du bazar, comme peut l'être Sic que vous feuilletiez tout à l'heure. Donc lui aussi, il était en pleine découverte, Chopin, et vraiment, on ne le voyait pas. Vous savez, les magnétophones étaient lourds à l'époque. Chopin n'est pas un athlète. On voyait Chopin se balader avec ce lourd magnétophone. Il était connu pour ça. On le voyait dans les stations d'autobus, le gros magnétophone à la main, en train d'aller ici, là ou ailleurs, avec une curiosité, parce que là aussi, il y a eu cette volonté globale de... À son propos, je parlerai presque plus encore de poésie du corps sonore. Vincent Barras. D'ailleurs, il l'a fait, je pense, de façon un peu spontanée, sans forcément se rendre compte d'emblée de l'application, ou alors avec sa façon, disons, assez première, assez brute, entre guillemets. On le sait bien, en utilisant toutes les ressources qu'il a pu trouver en lui, avec des micros assez rudimentaires, en ingérant ces micros, en retravaillant ces différents sons, ces différentes dimensions, en faisant chaque fois des sortes de corps sonores différents. Il me semble qu'il y a une dimension organique dans sa production sonore qui est présente plus que chez tout autre. Alors Henri, il se situe d'ailleurs, à une frontière un peu mal définie entre poésie et musique concrète. Lui-même s'intitule poète sonore, tout en se prétendant aussi compositeur. Enfin, il joue toujours sur la frontière. Donc je pense que chez lui, il y a une indécision fondamentale entre les deux domaines disciplinaires.
comme s'il avait voulu abolir ses frontières. Ces frontières subsistent malgré tout, ça c'est indéniable, mais il se trouve que lorsqu'on est en présence de son œuvre, qui vient quand même aussi d'une mutation technologique extrêmement importante, qui est celle de une mutation anthropologique, je dirais plutôt celle de la possibilité à chacun, à partir des années 50, qui est donnée à chacun grâce à la commercialisation des objets de manipulation sonore que sont les enregistreurs, possibilité donnée à chacun donc de manipuler sa propre voix, de l'enregistrer, de l'écouter. Chopin, venant de se mouvant dans cet horizon-là, a fait un petit peu vaciller les frontières entre ce qui était musical proprement dit et poétique proprement dit. Le fait que ça soit sa propre voix et que son matériau de base soit la voix, lui fait insister, le convainc lui et nous convainc qu'il s'agit d'une œuvre poétique. Mais le fait de son montage et de cette manipulation et de la façon dont il a distordu cette voix, utilisant des procédés de montage sonore, de distorsion de tout genre jusqu'à la rendre méconnaissable, le tire du côté d'une sorte de musique concrète. Et au fond, ça reste indécidable, et c'est vrai que parmi tous les poètes sonores, par exemple, c'est celui qui est le plus indécis à ce sujet, le plus à la frontière, et c'est ce qui fait une partie de son charme. Alors maintenant, ce que je propose, si vous voulez, après 5 minutes de repos, après une cigarette, c'est de vous montrer comment je fais au magnéto. Hein? Ok? Alors je m'arrête un petit peu. Pour le souffle, je l'ai toujours. Une seconde. Oui. J'aime bien le son de ça. Vous êtes prêts? Oups.
Une seconde, je vous fais entendre le son. Voilà. J'ai reçu des lettres de Chopin et on a commencé un courrier là. Et il m'a envoyé aussi des exemplaires de la revue OU, 5e saison, qui m'a beaucoup intéressée. C'était passionnant, c'était tout à fait une découverte. Et un an plus tard, en 1966, je suis allée m'installer aussi à Paris. Cosette de Charmois. Et là, Henri est venu me voir et j'ai été invitée chez eux à cette époque à Sceaux. J'ai rencontré sa famille, Jean surtout, parce qu'elle était très importante dans sa vie. Après, Henri m'a publié avec William Burroughs et Brian Geisen. À Londres, une fois, on était en visite chez Henri et j'ai amené avec moi ce que pour moi, c'était des notes de travail et je ne savais pas du tout que ça sera un livre. Et donc, j'ai montré à Henri. Et il a dit « Oh !» et il a passé la nuit pour faire la traduction avec Jean. Et après, il a dit « Il faut le publier ». Et ça, c'était le colossal mensonge. On a pensé de lancer dans les éditions Atterzic. Et Henri nous a encouragés et donné ses conseils pratiques. René Gray. Enfin, installé à Genève, nous avons fait un grand portfolio des photographies de la colloque de Tanger, avec des photos de William Burroughs et Brian Geisen. Et puis, on a fait un petit livre qui s'appelle Post-Vatican, avec les timbres-poste collagés avec des portraits photographiques. Et un grand livre que nous avons fait, c'est une sorte de livre collectif sur Chopin, qui s'appelle simplement Chopin. Dans la 5e saison, il y avait des petits poètes gentils, c'est gentil. Et plutôt que leur dire qu'ils étaient gentils,
j'ai élagué la chose, je les ai écartés pour mettre des choses expérimentales avec Etzig, avec De Cotex et autres. Et j'ai commencé, avec les encouragements de Gene, à chercher les disques. Et puis Gene m'a dit, écoute, je travaille à Langues et Affaires, une boîte qui faisait des disques publicitaires pour Banania, par exemple. Et puis, j'ai commencé à graver les disques. Je savais utiliser un magnéto, mais je ne savais pas comment faire pour le faire tourner. Et puis, j'ai fait mes enregistrements dessus. Et peu à peu, j'ai appris la technique. Et lorsque j'ai lancé le premier disque de Who, j'ai découvert qu'il y avait, non pas un public, mais qu'il y avait des curieux. Et que ces curieux, j'en avais 5 en France, en tout et pour tout, mais qu'il y avait énormément de gens intéressés en Allemagne, en Hollande, en Suède et dans l'ex-Tchécoslovaquie. Et de là, c'est devenu un phénomène mondial. Oui, il parle de Fillou, mais bon... Michel Tabanou. Dans la profession que j'ai exercée il y a quelques années de libraire, j'ai eu de nombreuses fois des exemplaires de la revue Who. Ça a été la première fois que j'en ai eu un entre les mains, ça a été pour moi une fascination. Et je crois que j'ai eu beaucoup de mal, c'était mon métier, à revendre. Et je crois que j'ai gardé ces exemplaires pour moi d'ailleurs, tellement c'était un bijou qui était là devant moi. Après, les clients, non, ça intéressait très peu de monde, très peu de monde malheureusement, sauf quelques personnages un peu déglingués, amateurs de dada, qui tout d'un coup sont tombés sous cette magie de la revue. Et effectivement, comme tu le disais, j'ai eu effectivement une collection absolument phénoménale, une collection complète, un exemplaire rarissime, empli de plein d'originaux, de manuscrits, d'objets. Et ça, j'ai été obligé de le vendre, je n'ai pas pu le garder. Alors, pourtant, c'est un des plus grands regrets à l'heure actuelle de ma vie de ne pas avoir pu conserver ce joyau qui est parti, je crois, en Hollande et je ne sais pas où il est aujourd'hui. J'ai été opéré de l'estomac en 1952. On a coupé la moitié de l'estomac. Et je ne pouvais rien faire. Et puis, allongé, j'ai commencé à tracer des lettres, où j'ai tracé les premières lettres en 1953 de Le silence et lancer l'air. Et de là, j'ai imaginé un théâtre en plastique et avec des haut-parleurs sous le plastique et les gens assis dessus. Et les vibrations faisaient trembler les corps. Et j'ai l'enregistrement qui est fait ici. Et c'est une des boîtes là. C'est marqué sur la boîte.
jamais eu d'homme primitif, parce que le corps humain est à la fois un résonateur, mais aussi un émetteur. Il fait les deux. Et je sais que j'ai dans les oreilles des sortes de champignons qui émettent en même temps qu'ils transmettent. Et comme j'ai eu le plaisir d'ailleurs de voir des photographies en grand il y a seulement 3 mois, ces champignons, ils ont un nom mais je l'ai oublié, ces champignons, ce sont des vibratos qui s'installent, disons, dans la pièce ici. D'où le silence de tout ce que je fais, mais où je suis peuplé d'une multitude de qualités sonores. Quand j'avais 20 ans, j'étais métaphysique. J'avais des repentis religieux. Je lisais Artaud, à mon retour de captivité. Je voyais une chose, je ne sais pas si la phrase est correcte, la littérature c'est de la merde. De là, bien, je voyais le bilan de l'écriture poétique. Je pensais à Malherbe, puis je voyais le sommet classique avec cette superbe prosodie, puis sa dégringolade. Je tombais chez les décadents qui me semblaient beaucoup plus intéressants. Je suis aussi d'une génération qui a vécu les marasmes de l'art dégénéré, et les dégénérés, en fait, étaient les créateurs du temps. En fait, si vous voulez, j'ai pris le monde à l'envers. Le verbe, d'accord. Mais dire au commencement était le verbe, pour moi, c'est faux. Dire au commencement est le corps et la vie, d'accord. Au commencement, si on veut, est le cri. Le gosse commence à crier. Toutes ces réflexions m'ont conduit à refuser la littérature. Et puis d'autre part, j'étais affreusement sérieux. Quand j'étais adolescent, ça a duré longtemps, au moins jusqu'à 30 ans, mon adolescence. Je ne sais pas s'il dure pas encore, d'ailleurs. Mais être sérieux dans les textes, avoir la tête penchée, se mettre les doigts sur le front, penser être comme le penseur de Rodin, tout ça, c'était fatigant. J'aimais danser, j'aimais me promener, et j'aimais entendre. Alors finalement, en aimant entendre, en aimant danser, bien, le seul moyen, c'était de danser avec des magnétophones. Comme, je ne sais pas, moi, Frédéric Chopin dansait avec son piano. Et d'ailleurs, s'il était de notre période, il serait sans doute lui aussi avec des magnétophones. Bon, en direct, hein. Bon. Attends, vas-y, alors, bon. On y va. Allô? Ben, il a disparu. Si l'homme peut être représenté de la taille la plus petite à la taille la plus grande, les animaux ne peuvent l'être vraiment qu'à leur taille réelle. C'est parce que l'homme vit dans un espace sans fin que ses yeux le projettent là où son corps ne peut pas aller, là où son corps est trop petit ou trop grand, trop lourd ou trop léger pour pouvoir y vivre. Les animaux, eux, ne vont jamais plus loin avec leurs yeux que là où leur corps peut aller, que là où leur corps peut entrer et passer, marcher, nager ou voler. Si l'empreinte de l'homme est à la dimension de sa propre mort, l'empreinte des animaux est à la dimension de leur propre vie. Si les animaux morts ou vivants n'ont qu'une seule dimension en leur propre taille, l'homme en a une dans sa vie et une dans sa mort, une dans sa vie qui n'est jamais la même suivant la distance où il se trouve et depuis laquelle on le voit, et une dans sa mort qui est à la dimension de sa propre taille. Vivants, les animaux ont toujours la taille de leur mort, mais mort, l'homme n'a plus la taille de sa vie. Si l'empreinte de l'homme est à la dimension de sa disparition, l'empreinte des animaux est à la dimension de leur apparition. Les animaux ont trouvé leur taille comme s'ils avaient trouvé une fois pour toutes leur distance, l'endroit où ils sont pour toujours sur la terre, dans l'eau ou dans l'air, comme si l'homme n'avait pas encore trouvé une place définitive sur la terre, un endroit où il resterait pour toujours et qu'il pouvait s'éloigner et devenir très petit ou s'approcher et devenir très grand. Si l'empreinte des animaux est à la vraie taille de leur corps vivant, l'empreinte de l'homme est à la vraie taille de son corps mort. Vivant, l'homme n'a pas de taille déterminée. L'espace dans lequel il vit est si grand et le rend si libre qu'il peut être très loin et très petit ou très près et très grand. L'homme n'est pas enfermé dans un élément comme les animaux. Il est en liberté au dehors dans la lumière et peut se projeter partout de tous côtés, infiniment loin autour de lui. Si l'espèce animale
comporte une infinité d'animaux de tailles différentes, c'est parce que les animaux se sont introduits tout entiers partout, et tout entiers partout, ils se sont partagés les éléments. Ils sont entrés tout entiers dans l'eau, dans l'air, dans la terre, et n'ont plus quitté la terre, l'air ou l'eau. Leur corps a trouvé sa forme et sa taille pour ne plus en changer, comme si sa forme avait fait naître sa taille, ou sa taille sa forme, et que changer la taille des animaux reviendrait à les changer de forme, ou que changer leur forme reviendrait à changer leur taille. Comme si les animaux s'étaient tant introduits où ils vivent, qu'il n'y avait plus d'espace pour s'en éloigner ou s'en approcher, et qu'ils ne pouvaient jamais être plus petits ou plus grands qu'ils ne sont. Si les poissons sont entrés tout entiers dans l'eau, les oiseaux tout entiers dans l'air, les serpents tout entiers dans la terre, l'eau, l'air et la terre ne recouvrent pas l'infini tout entier. L'eau, l'air et la terre ont une fin, et quand l'espace n'est pas infini, le mouvement des corps n'est pas sans limite, le plus petit reste le plus petit et le plus gros reste le plus gros. Si l'homme peut changer de taille, sans changer de forme, suivant la distance où il vit, c'est parce que l'homme ne s'est fixé nulle part et qu'il ne s'est introduit dans aucun des éléments qui l'entourent. L'homme est partout, comme les animaux, mais à la surface de tout, la tête hors de tout, dans le vide sans fin où tout ne peut pas se On a confondu l'esprit avec le souffle. Or, l'esprit est une variation qui comprend, bien sûr, la bouche, les bronches, l'œsophage, l'estomac, etc., où tout un corps est en pulsation, qui ne s'arrête jamais. Or, j'ai fait énormément d'études philosophiques, j'en ai fait encore la semaine passée. J'ai été nietzschéen, comme beaucoup, et finalement, j'ai trouvé que depuis des millénaires, à cause des religions d'ailleurs, nous n'étions jamais dans le corps humain. Et aussi bien pour un instrument musical que pour un souffle, que pour un baiser, que pour l'amour, etc. C'est le corps humain qui parle. C'est la première valeur, c'est la seule d'ailleurs, qui existe. Le son, partout, va remplacer les vieilles périodes dites civilisées. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans la première civilisation. Il n'y en a jamais eu d'autre avant. Il n'y a eu que des périodes de tuerie, des empires de tuerie, c'est tout. Et là, la première civilisation que nous formons comprend aussi bien le technicien, le poète, le musicien, la voix humaine, par exemple ma fille, qui elle a un seul génie, si on veut, j'aime pas le mot génie, c'est de savoir faire un jardin magnifique. Donc pour moi c'est un poète du jardin. Hein, que ces catégories, ce sont les poisons, des emmerdements qu'on nous a créés, assénés, qu'il n'y avait pas. Et ça je l'ai vu. Qu'il n'y avait pas chez les papous. Je suis allé chez les papous. Il y avait le sorcier, avec son sexe dans le capotier, long comme ça. Mais quand il voulait, et à partir de là, Saint Jean a fait toute une civilisation en disant que l'homme est le Dieu. C'est-à-dire que la femme a été écrasée. Or, pour
la grande révolution qui se produit au XXe siècle, bien c'est la révolution où chaque être, aussi bien l'enfant que le vieillard, que la femme et l'homme, sont absolument égaux. Oui, attendez une seconde. Je donne la parole avant tout au dernier invité, avant-dernier invité, c'est Henri Chopin. Il y a une chose qui me passionne dans ce débat, c'est que nous avons parlé d'art, nous avons parlé de forme, nous avons parlé d'architecture, enfin eux, et vous, pas moi. Il y a eu un tas de choses, mais personne n'a songé à dire que nous n'étions pas au XXe siècle. Nous sommes au siècle premier de je ne sais quoi, qui est à venir. Les langages, si langage il y a, de l'art cinétique n'existaient pas au siècle dernier. Il y avait bien des repères, il y avait des mouvements quelque part. La poésie dont a parlé Moineau, la poésie sonore, n'existait pas non plus. Et cela veut dire que nous avons un art, en général, dont la sensibilité est tout à fait différente, mais nous parlons comme si nous étions encore au XIXe siècle. Nous sommes intelligibles pour Baudelaire, mais je m'en fiche de Baudelaire. J'aime beaucoup Baudelaire, c'est très grand, mais quand même, ça ne m'intéresse plus. J'ai souvenir lors d'un entretien à Paris, c'était vers 1990, où il m'a parlé déjà de son intérêt pour la danse. Et il m'a dit à ce moment-là qu'il était danseur. J'avais ce souvenir-là et j'ai voulu vérifier. Valentine Verreg. Et tout dernièrement, donc je lui ai reposé la question. Un fait quand même très particulier, propre à Henri Chopin, je crois, c'est sa capacité Michel Collet. À développer une logique, pratiquement une logique du corps, une logique biologique, à relier des éléments, des apports, des artistes qui n'ont entre eux apparemment pas de... où la logique strictement cartésienne ne verrait pas un rapport direct. Et donc d'emblée, en fait, il dit la seule musique que je fais, c'est avec le corps. Après, donc dans cet entretien que j'ai eu dernièrement avec lui, il m'a un peu raconté qu'il s'est intéressé très jeune à toutes les formes de danse, qu'elles soient collectives, sociales ou artistiques, chorégraphiques. Et ce qu'il cherchait avant tout, c'est une danse uniquement corporelle, c'est-à-dire venant de l'intérieur du corps. C'est une logique interne, c'est une logique, je le disais, du biologique, où l'intensité se réalise par des jonctions. Alors ces jonctions, il les réalise par exemple par l'édition de la revue Où, mais il les réalise aussi par sa capacité à rentrer en contact avec ces gens, à les lire. En 1944, il était prisonnier en Allemagne, à Königsberg, et à ce moment-là, on faisait subir aux prisonniers des marches dans un froid absolument terrible. Henri Chopin m'a parlé d'une marche de la mort. Pellieu l'intéresse, alors que Pellieu est encore du côté de la langue, du langage, un travail de poésie plus traditionnel. Son premier moment dansé s'origine là. Dans une expérience de froid intense, il raconte « J'ai bougé les doigts et j'ai su que j'avais la danse en moi. C'est ce début gestuel qui venait de l'intérieur du corps et qui devait exprimer le corps lui-même
comme une chose qui est vivante. Et ce travail est revendiqué, cet intérêt est revendiqué chez Henri Chopin. Il le revendique très simplement en disant bah oui, c'est quelqu'un d'important, il y a une énergie, il y a quelque chose. Donc Henri Chopin comme sourcier, comme pratiquant les flux. Et peu de temps après, en 1948, il est à ce moment-là en Indochine. Et d'ailleurs, sa propre poésie, son propre travail poétique obéit à une logique de flux. Les flux corporels, le souffle interne. Il a souvenir d'une danseuse, d'une très belle danseuse. Il ne sait plus très bien s'il était cambodgienne ou vietnamienne. Dernièrement, par exemple, il vient de terminer, je crois qu'il terminait cette semaine, un travail autour de la respiration et du souffle, de l'air, sur le son que produit l'air dans les circulations nasales. Avec une musique très lancinante, sur 2 temps. Ça durait 8 heures de temps. Cette logique du flux. La danseuse faisait très peu de choses, n'avait que quelques frémissements de doigts. C'est quelque chose... Et seuls ses yeux bougeaient. C'est quelque chose de bien singulier chez cet artiste. Mais en restant ouvert. Puisqu'elle lui permet, suivant le flux, et le flux avec ses circonvolutions et son imprédictible direction... Les yeux ouverts pendant 8 heures de temps. Lui permet d'être un... Et qui bouge. Ce que dira William Burroughs à propos de lui. Il dit que pour lui, c'est l'origine de son travail sonore. D'être un explorateur de l'espace intérieur. En 3 cascades de Raoul Haussmann, enregistré le 25 et 26 mai 1966, voix de l'auteur, organisation magnétophonique par Henri Chopin. Ken, to, man, ho, le la la le la la le la la lo le la la do de la do la de la do hu nanuma oh the then a wobble 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 a wobble. J'ai connu Haussmann en 62, parce que comment il y avait eu une chose, il m'a envoyé une lettre d'injure en disant que j'étais un sous-dadaïste, etc. Et puis, je lui ai répondu, moi j'aime bien voir les choses, et il avait la réputation d'être un salaud, etc., parisou, un copieur, un voleur, etc. Et puis, je suis allé le voir à Limoges. À la première minute, on s'est regardé, on s'est embrassé. Ah. Il portait son monocle, il a tiré son monocle, il était pressé à l'époque. Je lui ai dit, c'est fasciste. Il m'a regardé. Maintenant, avant non, c'était la fierté. Quand j'étais militaire, je lui ai dit, tu étais militaire, on s'est tutoyé aussitôt. Tu étais militaire? Bien sûr, j'étais cadet à Vienne. Ah oui? Et qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. Parce que j'étais anti-militaire, ils s'en foutu à la porte. Alors, de là a commencé une complicité avec Raoul qui était absolument merveilleuse. Il n'y avait pas de chambre pour me loger et il parlait jusqu'à 2 h du matin. Moi, j'avais demandé un hôtel, il n'avait rien fait. Alors, j'ai couché sur le sol avec un coussin comme oreiller. Donc, Haussmann vivait caché chez lui, les persiennes fermées parce qu'il souffrait énormément des yeux. Et ça lui donnait des maux de crâne épouvantables. Alors, quand je l'ai enregistré, comme il ne voyait rien, il avait pris des baguettes à tricoter et il mettait le rythme sur le fer du lit. Et je lui avais demandé la permission de changer un peu les vitesses. Alors il m'avait dit oui, je ne comprenais rien, donc il m'avait dit oui. Alors j'avais fait un enregistrement avec ça, se voit, et il a choisi celui que j'avais modifié. Ah, il m'a dit, tu vois, hein, la première, tu l'as massacrée, et la seconde, c'est la mienne. Et de là, les risques variés en 3 cascades.
on a enregistré la chose. C'est une petite merveille de l'époque phonétique. C'est le début où l'art phonétique commence à bondir au-delà du poème phonétique. Et il n'y a eu que 3 personnes dans ce genre. C'était Volman, Dufresne et Haussmann. En 80-81, on a décidé de faire une cassette. Chopin faisait déjà des éditions sur cassette, il en avait quelques-uns qu'il présentait lui-même. Hélios Sabaté. Et donc on a fait cette réalisation qui a connu un succès qui nous a quand même assez étonnés d'emblée. Chopin a toujours vendu très bien. Ça tient sûrement au personnage qui a su créer des réseaux très tôt. Il n'y a qu'à voir déjà son fameux Poésie sonore internationale, hein, qui veut un énorme rassemblement de plus d'une centaine d'artistes qui sont répertoriés avec une note pour chacun. C'est un historien, il a su historiser sa démarche, son travail. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est aussi le fait quand même d'une lucidité et d'une générosité. Parce que, bon, pouvoir réunir tous ces artistes à travers cet énoncé poésie sonore, c'est vrai qu'il va y consacrer sa vie. Et alors, ce qui a fait, c'est que ce Chopin, qui est, à mon avis, un grand écrivain, et on le voit maintenant, et encore, on n'a pas fait la somme de tous ses travaux écrits, il n'a pas voulu donner plus d'importance à l'écrit, parce que justement, il devait défendre par-dessus tout, me semble-t-il, sa poésie sonore. Tout d'abord, si vous voulez une petite histoire, le dernier roman du monde a été écrit en 61 à Sceaux, où j'étais correcteur d'imprimerie et où la typographie m'intéressait, et aussi d'ailleurs le climat de l'imprimerie. Alors, des choses amusantes, c'est que j'étais dans la composition intelligence, c'est ce qu'on appelle la composition typographique. Je m'amusais avec les mots superbes hérités de la Renaissance, comme les couillards, comme les plombs, les talus, etc. Enfin, tout un langage que j'avais pris. Mais malheureusement, dans cette imprimerie, je corrigeais la collection Le Masque. Lorsqu'on a avalé, en lisant intensément pour voir les fautes d'imprimerie, 100 ou 150 livres du Masque, pensez un petit peu à la saturation qu'on peut avoir. Alors je me suis dit, je vais faire un roman policier à l'envers. C'était mon but. Et la première ligne ou la première page, je mets le criminel en avant. Et puis j'ai commencé à écrire comme un roman paysan d'ailleurs au départ, et avec Ernest, qui veut dire R, c'est lui en allemand, et puis Ness, c'est next en anglais, mais avec une faute d'orthographe. Ça fait l'autre lui, à côté de lui, pardon. Et puis, au bout de 5 chapitres, j'en ai marre d'être dans les normes du roman policier.
Et puis j'ai commencé à fabuler. En 68, j'ai été mis à l'écart à la radio, à Paris Inter à l'époque. Ah, où j'avais passé la colonie pénitentiaire de Kafka. C'était une injure à De Gaulle. Ouais. Et puis, on avait trouvé ça, que ça traitait De Gaulle de dictateur. Donc j'étais écarté. Évasion. Une émission de Maggie Lovano et Henri Chopin, avec les voix de Madeleine Duret, Patrice Galbaud et des auteurs. Prise de son René Cambien, réalisation Christiane Mallarmé. Aujourd'hui, les tyrans et les dictateurs. Car l'évasion est une délivrance, la délivrance. Sans doute cette délivrance peut engendrer les pires phénomènes. Là, l'évasion devient grave. Et l'on ne peut s'empêcher de rappeler ce que Kafka publiait en 1919, au lendemain de la guerre, dans la colonie pénitentiaire. L'absence de tous sentiments humains. Il n'y a pas de temps à perdre. On fomente quelque chose contre ma juridiction. Le commandement provoque déjà des délibérations auxquelles je ne suis pas invité. Votre visite aujourd'hui me semble même typique. On est lâche. Et on vous envoie, vous, étrangers, en avant. Ah, comme les exécutions étaient différentes autrefois. Et leur mérite est très souvent discutable. Et si, parfois, ils améliorent des conditions sociales, c'est pour mieux se servir des voix des hommes. Mais l'on ne finirait pas de relater cette absence de sentiments humains. Notre époque aussi la dénonce. Cantata for two farts and Juan Carlos I. Si je pouvais penser librement, Si je pouvais penser librement, je vous. Si je pouvais penser librement, je vous. Si je pouvais penser librement, je vous. J'ai soif. Si je pouvais penser librement, je vous dirais. Si je pouvais penser librement, je vous dirais. Si je pouvais penser librement, je vous dirais que. Si je pouvais penser librement, je vous dirais. Si je pouvais penser librement, je vous. C'était aussi bien art plastique que revue de poésie sonore. Si je pouvais penser librement, revue 10, d'ailleurs, c'est indiqué, avec des dépositaires, la librairie Le Soleil dans la tête, Le Minotaure, qui était la fameuse librairie où il y avait toutes les revues surréalistes. En fait, quand Henri Chopin est revenu en France, s'est installé à Paris après la mort de Jean Chopin, sa femme, il était à Londres depuis 1968, sous l'idée de, pour des raisons politiques, en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, de toute façon, il vivait dans un 3 pièces à Sceaux, et en banlieue parisienne, et donc il s'est retrouvé dans une maison absolument merveilleuse à Ingateston. Jacques Donguy. Donc en Angleterre, où il a organisé quasiment des mini-festivals où il y avait... il pouvait y avoir jusqu'à 500 personnes, c'est une grande maison, 26 pièces. Et donc là, il a continué la revue revue Disque. Et après la mort de sa femme Jean, il s'est réinstallé à Paris. Et c'est là où je l'ai rencontré. Et dès que j'ai compris l'importance de son travail, donc on a organisé à la galerie une grande exposition autour de la revue Où. Donc en 1987, en novembre, en même temps, il y a eu la publication d'un disque qui est ici, Petit livre des riches heures sinistres et sonores d'Henri Chopin, audiopoème, symphonie, donc le jeu de mots, symphonie numéro 1, symphonie numéro 2 et symphonie numéro 6. Donc 87, et là il y a un catalogue avec un disque. Donc le catalogue comprend un texte de Paul Zumthor, le médiéviste, qui s'intéressait évidemment à l'oralité, à travers l'oralité au Moyen-Âge, avant donc le livre. Ensuite, vous avez toute une série de dactylopoèmes. Bon, ça c'est un des aspects du travail plastique d'Henri Chopin. À partir du moment où la machine à écrire existe, évidemment les artistes vont s'en emparer.
Et bien sûr, aujourd'hui, avec un ordinateur, on ne peut plus faire ce tel de dactylopoème. Il utilisait, lui, des machines à écrire électriques, et ce qui permettait donc de retaper sur la même page. Et plastiquement, c'est très beau. Il y a toujours des titres, et c'est toujours autour d'une thématique, aussi bien pour les dactylopoèmes que pour les audiopoèmes. Moi, je fais toujours ce rapprochement avec le coup de dé de Mallarmé, qui pour moi est sans doute le tombeau de Stéphane Mallarmé, mais aussi le tombeau du livre. C'est-à-dire que Mallarmé a été obsédé par le livre. Déjà, il a pressenti ce naufrage de quelque chose qui est une aventure très courte. Et Henri Chopin en parle d'ailleurs, il en est très conscient. On oublie complètement que le livre est une technologie au même titre que la bande magnétique. Et l'usage de la bande magnétique nous fait réfléchir sur le fonctionnement technique et technologique du livre, c'est-à-dire l'inscription définitive du texte. Ici Henri Chopin, qui vous salue bien. Mesdames, messieurs, veuillez laisser votre message, s'il vous plaît. Merci. C'est finalement Jean, l'impayable Jean, ma femme, qui a acheté un Evox. Depuis l'Angleterre, avec son nom, prénom, sexe, etc., elle a mis ça. Les autorités françaises ont dit Jean masculin. Ils lui ont mis le sexe masculin. Là, elle est arrivée en France, et avec le sexe masculin. Elle est allée chez les jeunes délinquants, où je l'ai rencontrée. Alors on s'est regardés tous les deux, surpris, et on a parlé 3 mots, elle de Shakespeare et moi de Nietzsche, et le lendemain, bien on a couché ensemble. C'était rapide. Alors, il y a une chose, et c'est pourquoi je raconte cette histoire, c'est parce que elle et moi, c'était des liens absolument incroyables. C'est là où j'ai vraiment appris ce qu'était l'amour. Et avec cette femme, bien qu'elle soit masculin, et on est allé à la mairie de Longueuil-Annel, à côté de Compiègne, pour publier les bancs, parce qu'à l'époque, il fallait se marier. Alors, ce qui était fait, et 8 jours après, le maire de Longueuil arrive. « Monsieur, vous n'avez pas le droit. » Mais pourquoi? « Mais vous ne pouvez pas épouser cette fille. Pourquoi? »« Mais c'est un mâle. » Je dis « Non, j'ai essayé. »« Ah non, 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 selon la loi, c'est un mâle. » Alors la Cour d'Angleterre a trouvé le moyen de faire une demande de reconversion de sexe. Martine Saillard, édition Traversière. Mon projet global d'édition, c'est de faire coïncider le contenu et le contenant. Le livre est comme un espace où l'écriture est mise en scène,
C'est une plasticité, pour moi, c'est une écoute où l'oreille et l'œil sont sollicités simultanément. Alors dans cet esprit, j'ai rencontré Henri Chopin et j'ai édité 3 ouvrages de lui. Les riches heures de l'alphabet, avec Henri Chopin et Paul Zumthor en 1992, et après Notes au soleil, et puis Luce Lune en 2001. Tout le monde m'avait dit, il faut que tu rencontres Henri Chopin. Et tout d'un coup, le téléphone a sonné. Allô, c'est Henri Chopin. Alors j'ai dit, enfin, c'est normal, c'est pourquoi. Il m'a dit l'alphabet. J'ai dit, venez tout de suite. Et le projet a démarré comme ça. C'était pour moi totalement évident. En 1965, j'ai publié un livre, le dernier poème concret du monde, parce que j'en avais assez de cette chose un peu facile, la machine à écrire. À partir de cette date, j'ai pris encore une curiosité de manipulation, la feuille de papier dans un sens et puis ensuite dans l'autre sens, et j'ai fait des superpositions de caractères. Et peu à peu, j'ai bougé la feuille de papier dans le chariot de la machine à écrire et je me suis aperçu qu'on pouvait faire une sorte d'art cinétique avec les lettres. Ensuite, je me suis encore aperçu que j'étais loin des calligrammes, c'est-à-dire de l'écriture libre, et qu'on pouvait prendre quelques signes pour les transformer et créer des signes nouveaux. Et de là, la priorité de la géométrie imprimée de l'alphabet latin, avec ses verticales, avec ses horizontales, ses courbes, etc. Alors que les autres alphabets sont calligraphiques, sont pictographiques, sont dessinés, sont manuels en fait. Ils sont très très beaux en eux-mêmes, il n'y a pas de négation de cela, mais ce côté de géométrie m'a fait superposer les lettres pour arriver à avoir énormément de vibrations à l'intérieur même des formations. Et les dactylopoèmes ou typewriter poems sont devenus presque des prétextes à de nouvelles images. Ouais. Tout d'abord, j'ai une admiration pour cette machine. Parce qu'elle a un très beau nom. Browser. Alors, comme je suis très grand, c'est la Big Brother ensemble. Alors, c'est simple. Vous voyez. C'est une chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça modifie l'alphabet. C'est-à-dire que l'alphabet a 26 lettres. Et là, ça devient des formes. I first met Henri Chopin in 1980, actually in a train station in London. I had heard about him in terms of concrete poetry when I started to collect at that time. Marvin Sackner. I wanted very much to meet him because I admired his work as a typewriter poet, as a concrete poet. We contacted each other, and I met him, delighted with him, bought several works of his at that train station, and I've known him ever since. So I've known Henri about 25 years. I collect his work in great depth. He's one of the outstanding typewriter poets in our collection. Our collection numbers about over 65,000 pieces, and Henri's work are in the hundreds in our collection. Voilà. C'est pas fort.
C'est vraiment parallèle au son. Hein. On est en train de préparer une exposition à l'espace multimédia Gantner, dans le territoire de Belfort, à Bourgogne plus exactement, pour la deuxième édition d'un festival qui s'appelle OCTECO. Cette exposition, en fin de compte, elle vise à mettre en évidence l'approche intermédia de l'œuvre d'Henri Chopin, de présenter en fin de compte le travail d'éditeur d'Henri Chopin, de présenter par exemple la revue sonore Ou, et puis aussi le travail d'artiste visuel d'Henri Chopin. Donc c'est une exposition qui commencera à partir du 21 mai lors du festival OCTECO, donc festival dédié aux arts sonores, et donc qui se terminera en fin juin, en montrant en fin de compte l'influence qu'a pu avoir Chopin à travers la poésie expérimentale. Tout ce travail, en fin de compte, qui n'est pas que Chopin artiste, mais aussi Chopin diffuseur de cette poésie, quoi. Et ça, généralement, on ne montre pas l'ensemble d'un travail, on ne montre pas la dimension intermédiaire. Et ce qui est intéressant chez Henri Chopin, c'est qu'il est poète, mais il est aussi éditeur, il fait connaître son domaine. Il est à la fois poète et organisateur. Et là, pour moi, c'est une attitude fondamentale qu'on ne retrouve pas forcément à l'intérieur des expositions qui sont dans les milieux institutionnels.
Francesco Conz. Moi, je suis dans la chaise réelle. Je ne peux plus marcher, malheureusement, à cause d'un accident très grave qui m'a coupé la colonne vertébrale. Mais ma tête est très, très claire. J'ai connu Henri Chopin il y a, disons, plus de 25 ans. Et je m'occupe depuis 30 ans de la poésie sonore. Et c'était pour moi une très, très belle rencontre. Parce que Henri Chopin, en tout cas, c'est un grand monsieur que j'estime beaucoup et dont le travail est certainement un travail classique. Et c'est un travail classique dans le sens que les vraies avant-gardes sont toujours considérées après comme des grandes classiques. Mais Henri Chopin, je crois d'avoir une grande collection. J'ai à peu près une centaine d'actes de poèmes. J'ai un piano qui s'appelle piano avec ventilateur. Du piano descend une cascade de bandes magnétiques qu'on fait qu'un petit ventilateur fait bouger. C'est-à-dire, il me semble un peu comme les danses hawaïennes, des filles qui se tournent à côté de fleurs. C'est un piano très, très, très beau, dont je suis fier de l'avoir. J'ai fait des grands actes de poèmes sur toile, d'une hauteur de 2 mètres. C'est une série d'actes de poèmes, Touré et Reis, que Henri Chopin avait conçu comme d'actes de poèmes en grande proportion. Ce sont des choses, à mon avis, extraordinaires. C'est la conséquence d'un travail qui a été commencé par Apollinaire, par l'avant-garde italienne, par Dadaïsme, et c'est comme un grand bâtiment, donc l'étage, on monte d'un étage à l'autre, des années 20, des années 30, des années 40, et finalement on arrive aux années 50-60 avec la poésie sonore, la poésie concrète, la poésie visuelle. À 75 ans, j'ai commencé à perdre l'équilibre et je suis venu ici. On est allé voir un médecin. Il a dit peut-être c'est la maladie de Parkinson. Et personnellement, n'ayant aucune souffrance, rien, mais aucun tremblement, j'ai quand même été traité pendant des années contre la Parkinson, qui détruit entièrement les nerfs, et avec un résultat que j'étais presque insignifiant, pas mourant, mais presque. Et le grand professeur de l'hôpital de Norwich m'a convoqué et m'a dit « Mettez-vous debout ». Je me mets debout. « Mettez-vous sur la pointe des pieds ». Je me mets sur la pointe des pieds. Sur les talons. Oui. Marchez. Après, il a dit « Mais on vous a fait ça en France ?» Alors je dis « Non ». Il m'a dit « Mais vous n'avez pas le Parkinson ». Ils ont trouvé qu'il y avait quelques cellules dans le cervelet qui avaient disparu. Et ces quelques cellules empêchent la musculation des jambes. C'est tout. Alors, avec ça, maintenant, je suis obligé de marcher avec une chaise roulante, mais pour travailler au magnéto, je n'ai aucune difficulté. J'étais condamné à mort à Bagnolet, avec quelques mois à vivre, et maintenant j'ai au moins 15 ans à vivre. À moins que quelque chose me tombe sur le crâne. Les poètes parlent d'eux-mêmes, ou de leur situation, ou de leur vision sur telle chose. Tout ce côté pompeux et autres, un peu fatigant, la plupart des poètes, vivent leur poésie. Tandis que la poésie sonore est une projection complètement extérieure. Ce que je fais moi-même, c'est fait avec mon corps. Ce qui est réel, c'est mon corps, bien sûr. Mais c'est complètement extérieur. Je ne me raconte pas. C'est curieux parce que je passe le microphone là, en soufflant, et le son que j'avais là était complètement différent avec cette partie. Là, encore différent sur le muscle. C'est absolument incroyable.
C'est-à-dire que je ne sais, je n'ai pas mesuré, c'est pas mon travail, mais il y a certainement au moins 3000 variations sur une peau. C'est absolument invraisemblable. Et c'est la découverte de la poésie sonore. Véritablement, on ne sait pas du tout où on s'arrête. Henri Chopin, La sonore, par Frédéric Acquaviva, avec Michel Giroux, Jean-Luc Parent, Arlette Albert-Birot, Vincent Barras, Yvan Etienne, Michel Collet, Valentine Verrègue, Jacques Donguy, Hélios Sabaté, Cosette de Charmois, Rodney Gray, Martine Saillard, Michel Tabanou, Marvin Sackner, Francesco Conce et la voix de Raoul Haussmann. Prise de son, Andreas Jaffré, Olivier Berotte, Laurent Macchietti, Annick Brien. Voix, Irène Omelianenko. Mixage, Éric Boissé. Réalisation, Pierre Villers. La performance d'Henri Chopin, ainsi que l'exposition de dactylopoèmes, seront proposés le 21 mai à l'espace multimédia Cantenaire de Bourgogne, près de Belfort.